Encore, Pierre Loti. Édité par Magellan et compagnie, pour la Compagnie du Savoir. Encore, la plus pesante montagne de pierre que les hommes aient osé entreprendre depuis les pyramides de Memphis. Encore, à Monsieur Paul Doumer. Cher ami, vous gouverniez là-bas, et avec quelle faculté merveilleuse, la dernière fois que j'y suis allé. Je dois à votre hospitalité exquise d'avoir pu, en très peu de jours, pénétrer jusqu'à Encore. Veuillez donc accepter la dédicace de ce récit comme un témoignage de mon affectueuse reconnaissance et aussi de mon admiration. Et puis, pardonnez-moi d'avoir dit que notre empire d'Indochine manquerait de grandeur et surtout manquerait de stabilité quand vous avez travaillé si glorieusement et pacifiquement pour lui assurer de la durée. Que voulez-vous? Je ne crois pas à l'avenir de nos trop lointaines conquêtes coloniales. Et je pleure tant de milliers et de milliers de braves petits soldats qu'avant votre arrivée nous avons couchés dans ces cimetières asiatiques, alors que nous aurions si bien pu épargner leur vie précieuse, ne les risquer que pour les suprêmes défenses de notre cher sol français. P.L. Pierre Loti. Chapitre 1. Je ne sais pas si beaucoup d'hommes ont, comme moi, depuis l'enfance, pressenti toute leur vie. Rien ne m'est arrivé que je n'ai obscurément prévu dès mes premières années. Les ruines d'Angkor, je me souviens si bien de ce certain soir d'avril, un peu voilé, où en vision elles m'apparurent. Cela se passait dans mon musée d'enfants, très petite pièce en haut de ma maison familiale, où j'avais réuni beaucoup de coquillages, d'oiseaux des îles, d'armes et de parures océaniques, tout ce qui pouvait me parler des pays lointains. Or, il était décidé tout à fait à cette époque par mes parents que je resterais près d'eux, que jamais je n'irais courir le monde, comme mon frère aîné qui venait de mourir là-bas, en Extrême-Asie. Ce soir-là donc, écolier toujours inattentif, j'étais allé m'enfermer au milieu de ces choses troublantes pour flâner plutôt que de finir mes devoirs, et je feuilletais des papiers jaunis revenus de l'Indochine dans les bagages de mon frère mort. Des carnets de notes, 2 ou 3 livres chinois. Ensuite, un numéro de je ne sais quelle revue coloniale où était contée la découverte de ruines colossales perdues au fond des forêts du Siam. Il y avait une image devant laquelle je m'arrêtais saisi de frissons. De grandes tours étranges que des ramures exotiques enlaçaient de toutes parts, les temples de la mystérieuse Angkor. Pas un instant d'ailleurs je ne doutais que je les connaîtrais, envers et contre tout, malgré les impossibilités, malgré les défenses. Pour y songer mieux, j'allais m'accouder à la fenêtre de mon musée, celle de toute la maison d'où l'on voyait le plus loin. Il y avait d'abord les vieux toits du tranquille voisinage, puis les arbres centenaires des remparts, au-delà enfin la rivière par où les navires s'en vont à l'océan. Et j'eus cette fois la prescience très nette d'une vie de voyage et d'aventure, avec des heures magnifiques, presque un peu fabuleuses, comme pour quelque prince oriental, et aussi des heures misérables infiniment. Dans cet avenir de mystère, très agrandi par mon imagination enfantine, je me voyais devenant une sorte de héros de légende, idole aux pieds d'argile, fasciné des âmes par milliers, adoré des uns mais suspecté et honni des autres. Pour que mon personnage fût plus romanesque, il fallait qu'il y eût une ombre à la renommée telle que je la souhaitais. Cette ombre, que serait-ce bien? Quoi de chimérique et d'effrayant? Pirate peut-être? Oui, il ne m'eût pas trop déplu d'être soupçonné de piraterie tout là-bas, sur des mers à peine connues. Ensuite m'apparut mon propre déclin, mon retour au foyer bien plus tard, le cœur lassé et les cheveux blanchissants. Ma maison familiale serait restée pareille, pieusement conservée, mais çà et là, percées dans les murs, des portes clandestines conduiraient à un palais de 1001 nuits, plein de pierreries de Golconde, de tout mon butin fantastique. Et comme la Bible était en ce temps-là mon livre quotidien, j'entendais murmurer dans ma tête des versets d'Ecclésiaste sur la vanité des choses. Rassasié des spectacles de ce monde, tout en rentrant, vieilli, dans ce même petit musée de mon enfance, je disais en moi-même « J'ai tout éprouvé, je suis allé partout, j'ai tout vu, etc. » Et parmi tant de phrases déjà tristement chantantes qui vinrent alors me bercer à cette fenêtre, l'une, je ne sais pourquoi, devait rester gravée dans mon souvenir, celle-ci. Au fond des forêts du Siam,
j'ai vu l'étoile du soir se lever sur les grandes ruines d'Angkor. Un coup de sifflet à la fois impérieux et doux me fit soudain redevenir le petit enfant soumis qu'en réalité je n'avais pas cessé d'être. Il partait d'en bas, de la cour au vieux mur enguirlandé de plantes. Je l'aurais reconnu entre mille, c'était l'appel coutumier de mon père, chaque fois que j'étais légèrement en faute. Et je répondis « Je suis là-haut, dans mon musée, que veux-tu, bon père, que je descende ?» Il avait dû entrer dans mon bureau et jeter les yeux sur mes devoirs inachevés. « Oui, descends vite, mon petit. Finir ta version grecque, si tu veux être libre après dîner pour aller au cirque. » J'adorais le cirque, mais je peinais cette année-là sous la férule d'un professeur exécré que nous appelions le grand singe noir, et mes devoirs trop longs n'étaient jamais finis. Donc, je descendis m'atteler à cette version. La cour, nullement triste pourtant, entre ses vieux petits murs garnis de rosiers et de jasmin, me sembla trop étroite, trop enclose, et je jugeais trop nébuleux, un peu sinistre même, le crépuscule d'avril qui y tombait à cette heure. J'avais en tête le ciel bleu, l'espace, les murs et les forêts du Siam, où s'élèvent parmi des banians les tours de la prodigieuse Angkor. Chapitre 2. Samedi 23 novembre 1901. Environ 35 ans plus tard. Une pluie chaude, pesante, torrentielle se déverse de nuages plombés, inonde les arbres et les rues d'une ville coloniale qui sent le musc et l'opium. Des Anamites, des Chinois demi-nus circulent empressés à côté de soldats de chez nous qui ont la figure pâlie sous le casque de liège. Une mauvaise chaleur mouillée oppresse les poitrines. L'air semble la vapeur de quelque chaudière où seraient mêlés des parfums et des pourritures. Et c'est Saïgon, une ville que je ne devais jamais voir et dont le nom seul jadis me paraissait lugubre parce que mon frère, mon aîné de 15 ans, était allé, comme tant d'autres de sa génération, y prendre les germes de la mort. Aujourd'hui, il m'est depuis longtemps familier, ce Saïgon d'exil et de langueur. Je crois même que je ne le déteste plus. Quand j'y étais venu pour la première fois, déjà un peu sur le tard de ma vie, combien j'avais trouvé son accueil tristement étrange et hostile. Mais je me suis fait à son ciel plombé, à l'exubérance de ses malsaines verdures, à la bizarrerie chinoise de ses fleurs, à son isolement au milieu de plaines d'herbages semées de tombeaux, aux petits yeux de chat de ses femmes jaunes, à tout ce qui est sa grâce morbide et perverse. D'ailleurs, je m'y sens déjà des souvenirs, comme un semblant de passé. J'y ai presque aimé, j'y ai beaucoup souffert, et dans son cimetière immense envahi d'herbes folles, j'ai conduit plusieurs de mes camarades de campagne. À mes précédents séjours, nous étions sur un perpétuel qui-vive, pendant des expéditions de guerre, en Annam, au Tonkin ou en Chine. Impossible de trouver le temps d'une profonde plongée dans l'intérieur du pays, vers ces ruines d'Angkor. Mais enfin, pour une fois, à Saïgon me voilà au calme. Notre action maritime étant terminée dans le golfe de Pékin, le lourd cuirassé que j'habite est certainement amarré ici pour plus d'un mois, contre le quai nostalgique près de cet arsenal morne et quasi abandonné où le sol est rouge comme de la sanguine sous des feuillées trop magnifiquement vertes. Et c'est ce soir, après de si longues années d'attente, que je pars cependant pour ma visite aux grandes ruines. La pluie tombe sur Saïgon, diluvienne comme d'habitude, tout ruisselle d'eau chaude. Une voiture m'emmène au chemin de fer, il commence banalement mon voyage, et fait jaillir à flot une boue rougeâtre sur les torses nus des passants ou sur leurs habits de toile blanche. Autour de la gare, des quartiers où l'on se croirait en pleine Chine, bien plutôt qu'en une colonie française. Le train part. Dans les wagons, on étouffe malgré l'arrosage de l'averse. Au crépuscule qui est plus hâtif sous les épais nuages, il nous faut traverser d'abord de mélancoliques étendues d'herbe que jalonnent tant de vieux mausolées chinois couleur de rouille, toute la plaine des tombeaux, où déjà l'on y voit gris. N'était cette chaleur persistante, le soir de novembre sur cette steppe exotique serait pareil au plus brumeux soir de chez nous. Et ensuite, la nuit nous prend, dans l'infini des rizières. Après 2 heures de course, le train s'arrête. Nous sommes à Mito, et c'est la tête de ligne, la fin de ce modeste petit chemin de fer colonial. Ici, changement à vue, comme il arrive en ces régions. Tous les nuages ont fondu au ciel, et le bleu nocturne s'étend limpide, merveilleux, avec son semis d'étoiles. Nous sommes auprès d'un grand fleuve tranquille, le Mékong,
pour me porter d'abord au Cambodge. En remontant ces eaux, une mouche à vapeur doit m'attendre par là, non loin. La route qui m'y conduit, le long de la berge, est comme l'avenue d'un parc soigné. Mais les arbres qui la couvrent de leurs branches sont plus grands que les nôtres, et les lucioles y font danser partout leurs feux légers. Paix et silence. Le lieu serait adorable, sans cette lourdeur de l'air toujours, et ces senteurs alanguissantes. Quelques lumières en ligne parmi la verdure indiquent les rues, les allées plutôt, de l'humble village provincial qui fut tracé d'un seul coup sur la plaine unie. Et comment dire la tristesse, le recueillement songeur pendant les nuits de ces coins de France, de ces semblants de patries égarées au milieu de la grande brousse asiatique, isolés de tout, même de la mer. Par petits groupes, des soldats en vêtements de toile blanche font dans ce chemin leur monotone promenade du soir, et en les croisant, je distingue des voix qui ont l'accent de Gascogne, d'autres de ma province natale. Pauvres garçons que des mamans anxieuses attendent au foyer trop lointain, et qui vont consumer ici une ou deux des plus belles années de leur vie. Peut-être y laisseront-ils de ces métis qui, peu à peu, infiltrent le sang français à cette inassimilable race jaune. Ensuite, ils rentreront chez eux, anémiés pour longtemps par ce climat, ou bien n'y rentreront pas, mais s'en iront dormir avec des milliers d'autres dans la terre rouge de ces cimetières qui sont inquiétants d'être si vastes et si envahis d'herbes folles. La mouche à vapeur apparaît dès que je suis à bord. Nous commençons à remonter le Mékong, suivant de près les rives où les arbres tendent comme un rideau intensément noir et où les lucioles continuent leur danse d'étincelles. Avant d'atteindre la lisière des forêts du Siam, j'aurai à traverser tout l'état du Cambodge, mais je m'arrêterai à Phnom Penh, la capitale du bon roi Norodom, où j'arriverai dans la nuit de demain. Chapitre 3. Dimanche 24 novembre 1901. Mon petit bateau à moteur toute la nuit a refoulé le courant du fleuve majestueux et marché vers le nord. Le lever du jour nous trouve continuant la même navigation paisible le long de cette brousse indochinoise dont les interminables rideaux étaient si noirs sous les étoiles, mais sont devenus si éclatants sous le soleil. Des bananiers, des cocotiers, des palétuviers, des bambous, des joncs, serrés les uns aux autres en masse compacte et sans fin. À première vue, on croirait qu'il est inhabité, ce pays. À mieux regarder, cependant, on s'aperçoit combien son opulent manteau vert est déjà sournoisement travaillé en dessous par le microbe humain. De distance en distance, des espèces de foulées, comme en tracent les fauves, débouchent de dessous bois et vont au fleuve. C'est elles qui dénoncent d'abord la présence des villages. Quand on passe tout auprès, des puanteurs animales viennent se mêler aux senteurs des plantes. De pauvres cabanes se révèlent, blotties parmi les branches, et des hommes apparaissent, bien humbles et comme négligeables sous l'éternelle verdure souveraine. Anamites grêles au torse couleur de safran. Jeunes filles souvent gracieuses de corps et de visage, mais repoussantes dès qu'elles sourient, à cause de ces dents laquées de noir qui font ressembler leur bouche à un trou sombre. Une très petite humanité enfantine et déjà vieillotte qui n'a guère évolué depuis l'ancêtre préhistorique, et que la puissante flore tropicale dissimule depuis des siècles dans ses feuillets. Beaucoup de pirogues sur ce fleuve, des pirogues faites chacune d'un tronc d'arbre creusé, et partout contre les berges, des engins primitifs pour la pêche, sortes de claies en jonc, en bambou, affectant diverses formes singulières. La plupart ressemblent à d'énormes cocons et sortent à peine du feu hiver pour ne plonger qu'à moitié dans l'eau. Presque l'on imaginerait voir les chrysalides d'où naissent ces bonhommes jaunes. Sortes de vers, de mythes qui rongent ici l'admirable revêtement des plaines. Et en plus de tant de pièges tendus, il y a les innombrables oiseaux pêcheurs, aux longues pattes, aux longs coups, aux longs becs cruels, toujours prêts à saisir. Hommes et échassiers guettent ces myriades de vies silencieuses, rudimentaires qui passent dans le fleuve. De toute antiquité, leur chair s'est nourrie de la chair plus froide des poissons. Plus d'une fois, mon pilote s'égare dans la monotonie de ces rives, sans cesse pareilles. Il s'engage dans des petits affluents trompeurs, bordés toujours des mêmes rideaux de verdure. Et là, nous nous échouons, il faut rebrousser chemin. Sur le soir, le type humain change. Ces rares habitants des berges, entrevus dans les roseaux, ont le type plus hindou, plus arien. Les yeux sont grands et droits, avec des sourcils bien dessinés. Des moustaches ombragent les lèvres des hommes. Les habitations changent en même temps, se font plus hautes, élevées sur pilotis.
Nous ne sommes plus en Cochinchine, nous venons d'entrer au Cambodge. Et à 1 heure après minuit, nous nous amarrons à un quai, devant la ville de Phnom Penh, qui dort sous les étoiles. Chapitre 4. Lundi 25 novembre 1901. L'air ici est déjà moins accablant qu'à Saïgon, moins chargé d'électricité et de vapeur d'eau. On se sent mieux vivre. Et une mélancolie tout autre émane de cette ville, qui est perdue dans l'intérieur des terres, qui n'a ni grand navire, ni matelot, ni animation d'aucune sorte. Voici relativement peu d'années que le roi Norodom a confié son pays à la France, et déjà tout ce que nous avons bâti à Phnom Penh a pris un air de vieillesse sous la brûlure du soleil. Les belles rues droites que nous y avons tracées et où personne ne passe sont verdies par les herbes. On croirait l'une de ces colonies anciennes dont le charme est fait de désuétude et de silence. Aujourd'hui, cependant, se trouve être le 3e jour de la traditionnelle fête des eaux, et le soir, quand le soleil tourne au rouge cuivre, les bords du grand fleuve tout à coup s'animent. Dans l'une des jonques royales, dont l'avant représente l'énorme tête d'un monstre de rêve cambodgien, j'assiste, en compagnie d'une vingtaine de Français et de Françaises en résidence d'exil à Phnom Penh, au défilé des longues pirogues de course. Elles passent dans des remous furieux d'écume, menés par des hommes demi-nus qui pagaient debout en de belles attitudes, s'excitant par des cris. Chapitre 5. Mardi 26 novembre 1901. À l'écart, sur la rive du fleuve, les vastes quartiers du roi s'étendent, environnés de silence. Avec leurs préaux dénudés, ils forment comme une sorte de clairière au milieu de ce pays, à côté de cette ville que les arbres envahissent, et les chemins de terre rougeâtre qui les entourent sont criblés de larges empreintes par la promenade quotidienne des éléphants. Aujourd'hui, au premier soleil de 6h30 du matin, errant seul, je franchis la porte d'une cour de ce palais, une cour qui est très grande et pavée de blanc. Au milieu, isolé dans ce vide si clair... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.